Bonjour et bienvenue pour cette quatrième session des Lighting Days. Je m'appelle Patrice Esmelin et certains d'entre vous me connaissent peut-être. Je vais vous présenter une session dédiée à l'éclairage architectural et on va se concentrer sur un sujet précis qui est l'éclairage de gobos extérieurs. Par notre partenariat avec Martine Professionnal, on a acquis ces dernières années une expérience assez unique et on va essayer de vous en faire profiter. Alors je précise que cette session est enregistrée, elle sera visible sur notre site internet et sur YouTube prochainement. Et pendant la présentation, vous avez tout loisir de poser des questions par la boîte de dialogue en ligne. Alors pourquoi l'éclairage de gobos extérieurs intéressant? On assiste à un engouement depuis moins de 10 ans pour plusieurs raisons. D'une part, le renouvellement des idées qui est nécessaire en éclairage architectural, mais également l'arrivée de projecteurs très puissants, notamment ceux de Martine, avec donc des puissances importantes et aussi une grande fiabilité, une relative compacité et beaucoup de souplesse dans les fonctions, ce qui a permis d'ajouter des possibilités d'animation qui, on le verra, sont très intéressantes pour votre activité. Alors, les produits sont utilisés pour l'éclairage de bâtiments, bien entendu, mais de plus en plus pour du sol, pour animer des grands sites, des places. Également, on le voit sur de la neige, sur des fortifications. Donc, il y a quand même un champ d'application qui est très large aujourd'hui. Donc ce qui est bien aussi, c'est que ça permet de résister à l'arrivée de la vidéo, qui souvent peut vous être demandée par vos clients. Donc les gobos extérieurs, ça reste de la conception lumière, donc vous pouvez utiliser votre savoir-faire, votre sens créatif, et donc toute votre expérience en matière de lumière, pour pouvoir justement évoluer grâce à ces produits, et donc éviter que cela ne parte sur d'autres corps de métier. Donc on a affaire à des produits qui sont accessibles, mais il y a quand même des exigences, et c'est pour cela que la session va essayer de déterminer les obstacles, les pièges à éviter. Et donc on a pour cela essayé de définir une mission qui pourrait être confiée à l'une ou à l'un d'entre vous, pour qu'on essaye de voir ensemble les différentes étapes à respecter pour parvenir à un bon résultat. Donc, par exemple, donc une mairie vous a confié l'animation de la façade d'un hôtel de ville, ainsi que les places environnantes, les nouvelles zones piétonnières par exemple. Et donc, il s'agit de mettre en valeur le bâtiment, mais également donc de faire différentes animations, de pouvoir mettre du texte de temps en temps. Bien entendu, l'éclairage devra être géré par les services de la mairie, notamment depuis l'hôtel de ville. Quelles sont ces différentes étapes? Donc, on a pris un schéma relativement simple en commençant par le choix des projecteurs. Ensuite, une partie très créative qui est la sélection et la conception des gobos qui vont servir. En troisièmement, une partie plus technique mais qui est nécessaire, c'est vraiment de déterminer le réseau de contrôle d'AMX pour éviter les surprises par la suite. En quatrièmement, on en arrive à la programmation des scénarios sur un projet d'éclairage. Cinquièmement, et pas le moindre des chapitres, la maintenance de l'installation pour assurer la pérennité du projet. Donc, le choix des projecteurs tout d'abord. Nous avons dans l'offre Algam 3 projecteurs de haut niveau pour répondre aux différents besoins. Ils ont en commun d'être tous programmables en DMX et donc d'avoir déjà des possibilités de faire varier les gobos, c'est-à-dire de passer de l'un à l'autre. Donc de 4 à 7 gobos sont installés et la programmation permet de passer de l'un à l'autre, également en les faisant tourner, donc en ayant des rotations dans un sens ou dans l'autre, à des vitesses variables, ce qui déjà fait une petite animation. Ils ont en plus tous en commun des filtres de couleurs que l'on peut faire varier, que l'on peut programmer, un dimming bien sûr avec la LED, et puis quelques autres fonctionnalités pour ajouter de l'animation. Ils se distinguent par leur puissance, donc le plus puissant d'entre eux, c'est l'extérieur Proj 1000, donc qui est un produit vraiment exceptionnel sur le marché. Il a une puissance de 440 watts, alors c'est vrai, il pèse 50 kg. Au départ, on avait un petit peu de mal à en vendre, à en voir sur les projets, mais petit à petit, on voit que par expérience, cela se développe et beaucoup de projets en cours intègrent ce produit exceptionnel. Il a un zoom de 10-44 degrés de très haute qualité, 7 gobos, et pour l'animation, donc il y a à la fois donc du prisme, un prisme qui permet d'éclater l'image et aussi de gagner en surface d'impact. Vous avez une trichromie qui permet pratiquement de créer une couleur sur mesure, et une roue à effet qui donne l'impression que l'on a derrière, par exemple, un mouvement type nuage ou effet de mouvement d'eau.
En deuxième, toujours chez Martine, nous avons l'extérieur proche 500, qui est un produit un peu moins puissant, 230 watts, et un poids de 17 kg. Donc c'est un produit que l'on voit beaucoup plus sur les projets, on en a vu énormément, et parfois jusqu'à 24 projecteurs sur un seul site. Là, il n'y a pas de zoom et une focale fixe parce qu'à ce niveau-là, Martine a jugé qu'un zoom altérerait la qualité d'image. Donc il faut bien prévoir à l'avance quelle est la version que l'on va choisir, 12 degrés, 22 degrés, 37 degrés ou 51 degrés. Il y a 6 gobos sur la roue de gobos programmables, également l'effet prisme, et il n'y a pas de roue à effet de mouvement, mais un effet latéral qui donne aussi des sensations intéressantes. En complément de ces deux produits Martine, Algam a développé le Gobo Compact, qui est un nouveau produit qui va être prochainement disponible sur le marché. Là, c'est un produit, donc, par son nom, plus compact et beaucoup plus léger, moins de 9 kg, une LED de puissance 120 watts, une focale fixe, qui assure déjà une excellente qualité d'image qui est en rien en retrait par rapport aux Martine. Il y a 4 gobos interchangeables et parmi les fonctionnalités, un effet strobe qui est assez sympathique dont on peut faire varier la fréquence. Alors, quand on choisit un projecteur, il y a différents paramètres, et bien entendu, il y a la puissance par rapport au site, par rapport à ce que l'on attend de lui, l'angle de diffusion, on l'avait vu avec le zoom et les focales évoquées, mais il y a aussi, j'insiste là-dessus, la distance maximum pour la mise au point. Par exemple, sur un extérieur proche 500, dans la version la plus serrée en 12 degrés, on voit, quand on fait des tests, qu'on a encore une bonne puissance avec une distance de 70 mètres. Donc, quelquefois, on est tenté de pouvoir se contenter de ce produit-là, mais il faut savoir qu'à 70 mètres, vous n'aurez pas possibilité de faire la mise au point, et donc votre gobo sera flou. Donc, lorsqu'on dit que le extérieur proche 500 12 degrés a une distance maximum fonctionnelle de 50 mètres, il faut s'arrêter aux 50 mètres, sinon le risque c'est d'avoir un gobo flou, et ce qui est très embêtant pour votre projet. Je reviens un petit peu sur cette partie. Oui, comme vous voyez sur le slide, vous avez des fichiers US qui vous permettent de toute manière d'affiner votre choix, et ainsi que des ABAC qui sont, avant les essais qui sont parfois nécessaires, permettent de bien faire le choix entre les différentes versions. Donc voilà quelle pourrait être l'implantation. Donc nous ne sommes pas des concepteurs lumière. Il y a différentes raisons de choisir un projecteur par rapport à l'autre. Il y a une grosse partie créative qui n'est pas de notre ressort. Mais voilà, par exemple, ce qui ne serait pas inintéressant de voir comme implantation sur le site que l'on a vu, c'est de mettre tout d'abord un extérieur proche 1000 à 100 mètres de la façade pour déjà avoir beaucoup de capacité d'éclairage, pouvoir à lui tout seul faire beaucoup d'animations. Alors, vous voyez qu'il est légèrement sur le côté, parce que, et ça s'est déjà produit sur des dossiers, souvent la mairie ne veut pas qu'on ajoute un mât supplémentaire. Le positionnement idéal, ça serait vraiment dans l'axe de l'entrée de la mairie, mais c'était pas possible, et c'est souvent pas possible, donc la mairie dit éventuellement d'utiliser un emplacement existant, donc c'est pour ça qu'il est légèrement sur le côté dans la rue. En complément, nous avons deux extérieurs proches 500 situés chacun d'eux à 25 mètres de la façade, donc de chaque côté, et ils vont compléter l'action de l'extérieur proche 1000. Deux autres extérieurs proches 500 qui éclairent vers le bas sur le côté sud de la façade. Donc là, on va pouvoir animer les zones piétonnières. Alors là, par rapport au dessin, ils seront davantage inclinés pour pouvoir avoir une portée un peu plus grande et une surface d'action un peu plus grande. Et le tout est complété par 6 gobos compacts, eux aussi sur des mâts éclairant vers le bas, pour ajouter de la convivialité au lieu et pouvoir donc faire des animations diverses, comme on l'a vu par le passé. Donc on a les projecteurs, maintenant il s'agit de les équiper avec des gobos, et on se retrouve donc avec 55 gobos à définir. Donc je vais passer un moment sur les gobos standards, car si on devait faire 55 gobos entièrement sur mesure, ça susciterait un budget quand même relativement important. Donc il est bon de temps en temps de regarder les nombreux gobos standards qui sont disponibles sur le site des fabricants et de choisir certains d'entre eux, d'autant plus qu'avec les animations, un gobo relativement simple peut être mis en valeur. Par exemple, vous avez un gobo très simple avec des feuilles éparpillées au sol. On peut imaginer que ce sont des feuilles tombées des arbres, et suivant les saisons, vous pouvez faire varier la couleur et donc participer à l'animation des lieux.
Alors, on en arrive quand même très vite au gobo sur mesure. C'est la partie la plus créative souvent du projet. Et pour cela, je ne vais pas rentrer trop dans la créativité, vous avez plein d'idées de toute manière, mais je vais juste vous parler de 2 points techniques importants. Tout d'abord, la nécessité d'utiliser un gobomir. Alors le gobomir, on le voit, c'est un gobo donc, qui est comme un autre gobo, mais qui a une trame avec des repères pour pouvoir avoir un travail d'infographie correct par la suite. Vous allez prendre une photo du bâtiment tout seul et ensuite une photo avec le gobomir, et ainsi le fabricant de gobos sur mesure va pouvoir bien repérer les emplacements ou graver pour pouvoir correspondre à vos besoins, pouvoir mettre en valeur un détail architectural par exemple. Autre point technique, c'est l'anamorphose. Beaucoup de gens en parlent, mais il est bon de préciser de quoi il s'agit. Donc, on a vu que le projecteur 1000 était sur le côté, donc désaxé par rapport à la mairie et par rapport à la position idéale. Alors, lorsque l'on a un décentrement, enfin un angle trop important, vous pouvez avoir, comme le montre la photo du haut, une déformation importante du gobo, et si c'est un texte, une déformation du texte qui n'est plus très jolie à regarder. Donc, si on est jusqu'à 10 degrés, ce n'est pas trop la peine d'essayer de faire une anamorphose et de le corriger infographiquement. Mais il est possible, comme on le voit sur la photo du bas, de corriger cette déformation. Et pour cela, il faut bien préciser quel est l'angle. Donc là, j'ai estimé l'angle à 18 degrés. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous précisez c'est 18, voire 25, voire jusqu'à 30 degrés. Des fois, il est possible de rattraper l'anamorphose. Et ça, c'est possible avec un travail d'infographie. Et vous pourrez nous solliciter pour savoir comment, à qui s'adresser, mais on arrive à des résultats assez étonnants. Alors pour illustrer cette partie qui est importante de conception de gobo, nous avons sollicité François Guillet, qui a acquis une expérience sans équivalent sur la réalisation de gobos sur mesure, d'autant plus qu'au départ, ce n'était pas forcément sa vocation. En fait, François Guillet, il a créé Lumière Utile il y a quelques années, ils sont 11 personnes maintenant, et leur spécialité, c'est vraiment la mise en route des grands projets d'éclairage, la gestion de réseau, la programmation et le suivi à distance. Mais comme il est apprécié de beaucoup de grands concepteurs lumière, petit à petit, ceux-ci l'ont convaincu de se charger également de la conception des gobos, d'où son expérience et d'où les questions que je vais pouvoir lui poser. Première question, quels sont les pièges à éviter pour réaliser un gobo sur mesure? Et deuxième question, quelles sont les limites des graphismes et couleurs possibles sur un gobo? On a souvent tendance à penser à la juxtaposition des gobos. Donc créer une image avec plusieurs luminaires, avec plusieurs gobos. On ne peut pas faire de jonction entre plusieurs gobos, c'est pas possible. C'est pas un projecteur vidéo, on ne peut pas faire de soft edge. Donc on a obligatoirement un chevauchement de gobos et il faudrait faire une diminution de lumière progressive pour chacun des deux projecteurs. D'expérience, c'est impossible. On peut faire une image composée, mais il ne faut pas que ce soit une même image qui soit coupée en deux. Vous pouvez par exemple juxtaposer des lettres pour faire un mot avec deux projecteurs. Vous pouvez, pour prendre un autre exemple, faire un ciel nuageux en mettant un nuage sur un projecteur, un nuage sur l'autre en les mettant côte à côte, mais vous ne pourrez pas couper un nuage en deux. Ça, c'est vraiment un piège qui est fondamental. Autre piège aussi, c'est de bien penser à essayer d'éviter la forme ronde de projection. Il ne faut pas qu'on voit de projection arrondie. Donc sur le bord des gobos, il faut bien penser à faire un fade to black, à faire un dégradé ou à ne pas avoir en tout cas de bord franc lumineux. Le résultat est catastrophique. Alors, si on veut parler des limites graphiques des gobos, on peut penser aux couleurs. Alors, les couleurs, on a parfois quelques surprises. Ça a plutôt tendance à jouer sur les différences de saturation que sur les teintes. Dans l'ensemble, on n'a pas à se plaindre. Hein. Nous avons travaillé sur des chantiers avec des projections de peinture de Monet, par exemple. Et je peux vous garantir que la projection des nymphéas par un extérieur 500 était absolument impeccable en rendu de couleur. Donc ça, c'est pas vraiment un souci. Toujours concernant les limites, il y a juste une chose qu'il faut garder en mémoire. C'est qu'un gobo va faire environ 2,7 cm de diamètre d'image utile. Avec 2,7 cm de diamètre d'image utile, vous allez projeter sur un mur qui va faire très facilement 20, 25, 27, 30 mètres de large. Et là, on est dans un rapport qui est de plus de 1 pour 1000.
Donc ne chargez pas trop les détails de votre gobo, même si c'est vectorisé, et dites-vous bien qu'il y aura forcément des petits décalages, des petits défauts. On arrive à faire du détourage de façade avec les gobos, c'est tout à fait possible. Par contre, aller suivre de manière très précise une corniche, il faut juste se dire qu'on ne l'aura peut-être pas avec le premier essai du gobo, qu'il faudra peut-être le refaire et corriger certains petits défauts. C'est un travail d'expérience et d'habitude. Pour illustrer les propos de François, voici quelques exemples de réalisation, avec tout d'abord la mairie de Vernon, les fortifications de Dambach, où on voit à chaque fois qu'on a pu faire des détourages à la fois pour permettre aux personnes qui sont à l'intérieur de ne pas voir la lumière arriver dans les fenêtres. Donc il y a eu un détourage des fenêtres dans un cas, et dans l'autre cas, vous voyez que sous les fortifications, il y a un passage qui peut même être emprunté par une voiture. Et lorsque le conducteur arrive, il ne sera pas ébloui grâce au détourage qui a été fait. Aucune lumière n'arrive sur lui. Et donc, sinon sur la mairie de Vernon, vous voyez donc une mise en valeur des détails architecturaux par un gobo fait sur mesure, par même deux gobos, parce qu'il me semble que c'est deux extérieurs proches 500 à cet endroit-là. Et sur les fortifications de Dambach, là, il y en a 3, voire 4 à cet endroit-là. Et donc, pour faire cette composition, et donc mettre en valeur des fortifications dans des villes à fort impact touristique. Sur d'autres sujets, donc vous avez à Lyon la Mulatière, vous avez une fresque animée avec 5 projecteurs qui s'allument les uns après les autres. Et donc ça permet de donner de la consistance à un récit, et donc de bien mettre en valeur les lieux et de proposer un accompagnement à toute une histoire pour faire venir du monde et puis rendre l'ensemble très instructif. Autre cas de figure, il est possible de mettre des photographies sur la projection de gobo, et c'est ce qu'a choisi de faire Soisic Bien à Brest, où vous avez donc, en arrivant à l'hôpital, vous avez des portraits de soignants qui sont projetés lorsqu'on passe donc dans les environs. Et un peu plus loin, donc c'est toujours la même conceptrice lumière qui a animé toute la place de la Liberté à Brest avec de nombreux projecteurs V500 et des fresques au sol qui permettent d'ajouter de la convivialité et de refaire venir du monde dans cette place importante. Alors, j'en arrive au réseau de contrôle DMX. Alors, comme je l'ai dit, c'est un petit peu technique, mais on s'est aperçu que c'était un passage obligé, nécessaire. Et on va essayer de vous expliquer comment un peu prévoir dans un cahier des charges les éléments à rajouter. Car vous avez vu qu'on a 11 projecteurs de gobo dans notre projet, et ils sont souvent pas mal espacés les uns des autres. En DMX, vous avez un câblage qui peut se faire avec une distance possible de 100 mètres maximum sur un bus, sans quoi il faut rajouter des boosters de ligne. Et donc déjà, il y aura peut-être besoin de réémettre et de réamplifier le signal, mais également en DMX, vous n'avez pas possibilité de dériver la connexion comme vous le faites sur une alimentation classique. Et donc pour cela, il y a des interfaces dédiées, et c'est aussi la raison pour laquelle Algam a rajouté à son offre le fabricant Sundrax, qui est un spécialiste mondial des interfaces DMX, avec beaucoup d'offres parmi son catalogue, et notamment des interfaces qui permettent la transmission du signal. Donc, le produit le plus simple parmi ces interfaces, c'est le splitter. On part d'une ligne DMX que là, on va pouvoir dériver. En plus, dans un splitter sur la photo, qui est un splitter étanche IP65, qu'on peut mettre même dans un mât d'éclairage. Donc, on va pouvoir dériver jusqu'à 5 lignes en sortie et pouvoir donc connecter plusieurs projecteurs ou autres luminaires en DMX. Une version plus évoluée, c'est le node. Là, cette fois-ci, au lieu de partir d'une ligne DMX, on fait la connexion avec un réseau Ethernet. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que des fois, les réseaux Ethernet existent déjà dans les éclairages des centres-villes. Vous avez déjà des mâts qui sont connectés sur le réseau. Et le fait de pouvoir utiliser avec le node ce réseau existant, ben, ça évite de passer du câble. Donc, c'est une économie importante. Autre interface qui se développe, c'est le courant porteur. Le courant porteur, ben c'est simple, c'est qu'on fait passer le signal DMX dans l'alimentation de 130 volts. Pour cela, vous avez une interface d'entrée, une interface de sortie, et sous certaines conditions, parce que ça peut être relativement technique, il est possible de faire une transmission du signal sur une très longue distance. Enfin, la solution la plus radicale, souvent, c'est de prendre les interfaces en wireless. Et dans le cas de Sundrax, ils ont un système Bluetooth
Et pour autant, même que ça soit du Bluetooth, on a une distance possible de 250 mètres, où là, on s'affranchit totalement du câblage, et donc on peut passer des obstacles, y compris une rivière. Donc sur le projet que l'on a, en fait, j'ai mixé un petit peu les possibilités. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir sur les environs de l'hôtel de ville 1 à 2 splitters pour, de manière filaire, pouvoir répartir les connexions. Parce que là, on va avoir des distances qui ne sont pas trop importantes. On imagine pouvoir passer du câble assez facilement. Et par contre, pour les projecteurs qui sont situés donc, plus loin sur la place, notamment l'extérieur Progemill qui a plus de 100 mètres, vous avez la nécessité, on pense qu'il est assez compliqué d'emmener du câble aussi loin, et donc là la solution sans fil, elle a tout son sens, parce que donc on met un émetteur sur l'hôtel de ville et ensuite des récepteurs sur chacun des grands projecteurs, l'EP1000 et les deux EP500. Pour raccorder les deux derniers gobos compacts, on utilise de manière filaire une connexion DMX entre les EP500 et ces projecteurs qui ne sont pas situés trop loin. Voilà, donc je pense que là, avec tous les éléments qu'on vous a donnés, déjà, dans votre cahier des charges, vous allez pouvoir mettre déjà les choses essentielles qui vont permettre ensuite au projet de bien évoluer. Il reste une partie importante, c'est quand même la programmation, parce que bien entendu, la qualité de programmation des scénarios, ça donnera tout son sens à votre projet. Alors, Algam n'a pas de contrôleur DMX encore disponible. Pour l'instant, on ne se bat pas trop là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit d'une prestation. Ce qui compte, c'est que vous trouviez le bon programmateur, le bon pupitreur, la bonne société prestataire pour faire cette opération. Et de toute manière, en général, eux, ils viennent avec leur matériel. On ne va pas leur imposer un matériel. Donc, dans votre cahier des charges, ce n'est pas si important de définir le matériel pour programmer, c'est important de définir les étapes que vous souhaitez, le nombre de programmes, comment on va gérer par la suite, est-ce qu'on va faire une gestion à distance. Et donc ça, c'est plus important que de définir à tout prix un type de programmeur qui sont souvent les mêmes, hein. Il y a différents prix, différentes marques qui existent. Et pour cela, on va faire revenir François Guillet, parce que lui, justement, c'est vraiment son domaine, et lui va nous expliquer par rapport justement à notre projet, quel serait le contrôleur DMX à utiliser? Est-ce qu'un contrôleur lambda peut suffire par rapport à ce projet où on a 11 projecteurs Gobo et 114 adresses? Et puis j'ai une autre petite question à lui poser, c'est également, est-ce qu'il y a des effets et des réglages que maintenant il maîtrise bien avec son expérience et qu'il aimerait voir plus souvent dans les demandes de la part des concepteurs lumière? Donc, vous travaillez sur un projet incluant 11 projecteurs de gobo avec une bonne centaine de canaux DMX d'utiliser. Évidemment, le choix du contrôleur est une question importante. N'importe quel contrôleur DMX peut piloter 114 canaux. Les questions qu'il faut se poser sont: comment voulez-vous faire vieillir le chantier? C'est très facile de mettre un chantier DMX en route, c'est beaucoup plus difficile de le faire vieillir. Et il faut notamment savoir qui va intervenir sur le chantier. Si vous prenez un contrôleur DMX d'entrée de gamme qu'on peut acheter directement sur Internet, vous vous exposez au fait que n'importe qui va pouvoir s'en servir. Alors ça peut être intéressant que n'importe qui puisse s'en servir dans la mesure où ils vont pouvoir faire vieillir l'installation comme bon leur semble et on se dégage de toute responsabilité. C'est peut-être pas le but recherché. Donc le fait de pouvoir verrouiller les interventions est quand même une notion qui est importante. Ensuite, si vous voulez verrouiller les interventions, verrouiller le contrôleur pour vous assurer par vous-même du bon vieillissement du chantier, l'autre notion qui va rentrer en ligne de compte, du coup, est la capacité d'intervention à distance sur le chantier. Pour cela, il faut une prise réseau, il faut une connexion réseau, il faut du routage de port, il faut quand même une certaine ingénierie. Ça peut être du modem 4G, ça peut être le passage par un cloud. À vous de décider comment vous pouvez gérer ce chantier. Maintenant, techniquement, la plupart des contrôleurs peuvent contrôler les gobos. Il faut juste vérifier qu'ils gèrent bien la rotation fine de la roue de gobo, puisque gérer une indexation de roue de gobo en 8 bits, c'est à peu près inutile. Ça vous donne des sauts d'angle de 2 ou 3 degrés. Ça peut être assez catastrophique. Alors, on a plusieurs types d'effets avec les gobos. On va avoir de la projection d'images figuratives sur un support qui va être le bâtiment. Donc du coup, le bâtiment sert d'écran. Et dans ces cas-là, souvent, on détourne les fenêtres pour pas gêner les personnes qui éventuellement travaillent à l'intérieur le soir. On va avoir du surlignage de façade.
avec du gobo personnalisé. Donc là, on a un vrai gros travail de repérage, d'anamorphose qui doit être très précis. Alors ça permet de retravailler les contours du bâtiment, souvent en température de couleur, enfin en décalage de température de couleur, avec un éclairage souvent rasant apporté par des luminaires plus traditionnels. Et on va avoir des programmes d'effets, des programmes d'animation. Alors c'est vrai que ceux-là, on ne les voit pas forcément. J'en parlais précédemment avec des prismes et des effets très lents. C'est vrai que ce n'est pas forcément développé, pourtant il y a un vrai potentiel très riche à développer avec ces effets. Voilà, le projet est sur des rails. Vous avez pu intégrer toutes vos bonnes idées et éviter les pièges. Donc, à coup sûr, l'inauguration sera un succès. Cependant, le projet, ce n'est pas que l'inauguration. Il faut déjà penser à ce qui va se passer après. Et donc, bien intégrer déjà la maintenance à venir. Alors, sur ces produits, qui sont des luminaires un petit peu complexes, donc il y a des opérations nécessaires de maintenance. Il faut savoir que la garantie des produits Martin donc, est passée à 5 ans, mais depuis pas très longtemps, et que comme pour une voiture, ben Martin dit, attendez, il y a garantie, mais à condition qu'il y ait un suivi quand même assez conséquent, enfin, un suivi minimum pour assurer une bonne évolution du produit. Et donc, il est conseillé quand même de les inspecter tous les ans, de bien vérifier de l'extérieur les câbles, de les nettoyer les optiques, prévenir s'il y a un problème ou quelque chose que l'on peut détecter. Et au moins tous les 2 ans, pour les produits Martin au moins, de les déposer, de les mettre au sec en atelier, ou à la rigueur, si vraiment c'est en plein été, de le faire dehors, pour vraiment ouvrir le produit et vérifier des pièces qui sont des pièces assez simples. Ce n'est pas des pièces très coûteuses. Et le coût de la maintenance, en fait, c'est essentiellement de la main-d'œuvre. Donc, ce sont des courroies, ce sont des joints. Également, il y a les sachets anti-buée qui permettent, en les renouvelant, d'éviter le risque d'avoir de la buée qui altère la qualité d'image. Et donc, dans les recommandations de Martin, par exemple, on voit donc tous les 2 ans ou tous les 8000 heures, on voit ces opérations de maintenance où il vaut mieux déposer l'appareil. Et comme ça, on ira bien au-delà de la date de garantie. Ce qui est intéressant chez les produits Martin notamment, c'est que toutes les pièces d'un projecteur peuvent être changées. Donc, même si la source LED lâche, on peut la changer. Même si la carte d'alimentation lâche, on peut la changer. Le produit est entièrement réparable, entièrement démontable, et c'est quand même une garantie pour assurer une pérennité à longue échéance. Et en fait, cette nécessité d'avoir un suivi régulier, c'est à la fois une contrainte, mais ça peut être aussi une chance pour pouvoir prévoir dans le projet un renouvellement régulier. C'est-à-dire quand vous déposez le projecteur tous les 2 ans, c'est l'occasion de changer un gobo, c'est l'occasion de changer une couleur sur un filtre, c'est l'occasion de revoir aussi la programmation, de la faire évoluer et de susciter de la part du public moins de lassitude qu'un projet qui n'aurait pas bougé du tout. Donc, globalement, tout ce que l'on vous dit, notamment sur la maintenance, ça doit s'inscrire dans une vision à long terme d'un projet architectural. Et donc, on espère que de plus en plus, comme ça a été le cas à Bonifacio, les concepteurs lumière intègrent bien ce paramètre dans leurs discussions avec leurs clients. Et vous voyez qu'à Bonifacio, qui est donc un projet qui a été fait il y a plus de 6 ans, les projecteurs, c'est une ancienne génération, mais ils sont toujours en excellent état, car régulièrement inspectés, comme le demandait Martine. Donc, on me dit qu'il y a quelques questions. J'ai terminé mon exposé et je vous remercie déjà pour votre attention. Question numéro 1. Est-il possible de commander les projecteurs avec des couleurs différentes? Alors, les couleurs différentes, donc le corps du luminaire, hein, donc. C'est pas précisé. Ah, c'est pas précisé. Oui, parce que des fois, on m'a posé la question, est-ce qu'il est possible de faire un RAL spécifique? Effectivement, alors, c'est plus compliqué que sur certains luminaires, parce que nous, on démonte pratiquement à chaque fois le luminaire avant de l'envoyer en peinture, mais c'est tout à fait possible, et même pratiquement au moins un projet sur 2 se fait avec un ton RAL sur mesure. Ça peut être du rouge brique, on a eu du sable, couleur sable, on a eu donc différents RAL gris, ou, enfin, suivant les cas de figure. Question suivante qui a été posée il y a quelques temps, c'est quelle est la période de garantie? Alors, pour les projecteurs Martin, on l'a vu, c'est 5 ans, sous réserve, comme un véhicule, d'avoir un entretien minimum. Et puis pour le petit gobo compact, qui est un produit beaucoup plus accessible en prix, c'est 2 ans.
Question suivante. Bonjour Patrice, connais-tu la valeur d'un gobo sur mesure? Alors, un gobo sur mesure, c'est très variable, c'est entre 150 €, on va dire, et puis ça peut, si un travail d'infographie important, ça peut dépasser les 500 €, si, il y a du temps passé dessus, pour vraiment, par exemple, se calquer par rapport à un bâtiment avec un détourage. Question suivante. Peut-on réellement faire confiance aujourd'hui au système sans fil? Alors, c'est précisé Wi-Fi. Bah, les tests qu'on a faits sont très positifs. Il y avait d'autres installations en place qui marchaient bien. Justement, Sundrax a choisi le Bluetooth pour avoir moins de perturbations pour les autres acteurs que le Wi-Fi, mais donc il n'y a pas de raison d'en douter. Plus de questions. Ah, attends, il y en a une qui vient d'arriver. Est-ce que tu peux donner une indication sur les résistances à l'UV? Résistance aux UV, bah, c'est des produits qui sont, par exemple, les Martines très bien conçus avec des peintures résistants aux conditions marines. Ce que je conseillerais, c'est, par exemple, on l'a vu, c'est dans les peintures sur mesure d'éviter des peintures trop sombres, par exemple au sud de la France, parce que sinon ça fait un peu un effet marmite. Mais c'est le cas aussi pour d'autres luminaires, hein. Donc, quand vous êtes sur la Côte d'Azur et que vous peignez en noir un produit qui va être exposé au soleil, bah, on a vu que des fois c'était les pressés-toupes déjà qui n'aimaient pas trop. J'ai une question encore qui vient d'arriver. Sur les contrats de maintenance, ils demandent comment calculer la spécificité ou la valeur, le prix d'un contrat de maintenance. Il y a énormément de paramètres, donc il faut vraiment revenir vers nous, parce qu'on ne peut pas dire que c'est tel prix pour un projecteur. Ça ne sera pas le même prix si vous avez un site avec un seul projecteur qu'un autre avec 10. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Nous, on ne cherche pas forcément à vendre à tout prix du contrat de maintenance. Ce qu'on veut, c'est que ça tourne, et on est prêt aussi à former les gens pour qu'ils apprennent à bien suivre les produits et à bien assurer le fonctionnement à long terme. Encore une question sur les températures de fonctionnement autour des projecteurs ou les ambiances, la température d'ambiance, Température la en résistance des projecteurs. Bon, c'est assez poussé, hein, parce que c'est des produits qu'on voit dans des régions nordiques, donc ça peut commencer très bas à très élevé, et on les voit aussi bien en Norvège que dans les pays du Golfe. Plus de questions. Ben, merci pour votre attention. Alors, je remercie aussi François Guillet qui est venu dans nos locaux, qui nous a apporté ses lumières. Et puis, on peut dire que Lumière Utile porte bien son nom, hein, vu tous les conseils qu'il nous a donnés. Et je remercie aussi nos deux responsables communication, Florian Martinez et Clément Ouas, qui nous ont permis d'arriver au niveau nécessaire avec leur professionnalisme et leur bienveillance. Et donc, ben, merci à toute l'équipe. Merci Patrice pour ton intervention, c'était très intéressant. Merci à toute l'équipe, merci à vous tous qui étaient présents nombreux durant ces 2 derniers jours. Et on a vraiment hâte de vous revoir dès que possible, hein, dès que ça va être possible. Merci à Florian et Clément, et puis Joël. Et on vous dit, on sera là avec vous dès qu'on pourra refaire des vraies démonstrations en présentiel, parce que c'est ce qu'on adore. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.